fait un grand plaisir de participer à cette séance. Je veux d'emblée également remercier le professeur Raymond Rodin qui a été la cheville ouvrière de ce symposium et bien sûr les conférenciers de ce matin. Alors, la personne qui va coordonner cette matinée est le professeur Francis Ballas, que bien entendu vous connaissez tous. Je vais quand même vous rappeler qu'il est licencié en histoire et docteur en philosophie et lettres, bien entendu sur un thème d'histoire, qu'il est présentement, comme d'autres, professeur honoraire de l'Université de Liège en l'occurrence, mais pendant sa carrière académique, il a assuré une charge d'enseignement importante dans le domaine de l'histoire, bien entendu, et essentiellement de l'histoire contemporaine, tout en se spécialisant dans l'histoire de certains pays comme l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, le Commonwealth. Il a rédigé 4 livres, il a été auteur de plus de 120 articles. Il a été vice-président pendant 14 ans du Centre de recherche d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale, ce qui ne sera pas notre thème de ce matin, M. Ballas, n'oubliez pas. Il est expert du conseil scientifique du musée royal de l'armée. Vous savez qu'il est bien sûr conseiller scientifique sur nos médias au cours des problèmes historiques et de la guerre en particulier. Il a été lauréat du prix Ernest Dickaï de l'Académie royale de médecine, classe et lettres. Et pour ceux qui sont à l'armée, il faut rappeler que M. Ballas est lieutenant-colonel de réserve honoraire. Voilà, M. Ballas, je vous donne la parole et je vous donne la lourde charge de coordonner cette matinée et de veiller à ce que les conférenciers ne dépassent pas le temps de parole et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de questions de façon à ce que nous puissions tenir le temps. Ce sont les instructions que le secrétaire perpétuel vient de donner. Nous en prie. Mesdames, Messieurs, en paraphrasant la célèbre phrase prononcée lors du premier marinissage, à petits pas pour l'homme et à grands pas pour l'humanité, on pourrait dire que la médecine et la guerre aboutissent à ce que les hostilités soient 2 pas en arrière pour l'humanité, mais les progrès médicaux un grand pas en avant. En effet, les circonstances font qu'aucun médecin de temps de paix n'est dans sa pratique professionnelle confronté à autant de cas, à un éventail aussi large de blessures, fractures, brûlures, problèmes d'hygiène et de prophylaxie, traumatismes mentaux, que ce qui se présente quotidiennement pendant un conflit de type moderne aux médecins militaires ou aux médecins civils militarisés. Une vie entière dans les laboratoires ou sur les bancs d'université, dans les amphithéâtres, ne suffirait pas à fournir une expérience professionnelle équivalente et surtout à faire éclater les frontières traditionnelles entre les disciplines et les spécialités. Le médecin est en temps de guerre eux-mêmes fort hors-saison. Alors bien sûr, notre service de santé existait et avait compté à ses origines des médecins fameux comme Sultan, mais il s'était un peu engourdi à cause de notre neutralité imposée et les médecins surnommait de façon tout à fait irrévérencieuse au sein des corps de troupes le trop, par allusion à Troppmann, un serial killer des années 1870, les médecins étaient pratiqués, mon Dieu, confrontés aux petits bobos naissant de la pratique du cheval à des excoriations ou à des choses pas très graves. Et tout d'un coup, la guerre est là, il faut improviser. Et ce sont des médecins civils à cause de la politique de recrutement de l'armée à partir de 1905 à peu près, offrant des bourses à l'université à des jeunes gens prometteurs mais qui n'avaient pas de quoi financer leurs études
et qui s'engageaient en échange à servir un certain. Par la suite, vous allez avoir un afflux de médecins volontaires ou bien provenant de ce qu'on appelait les compagnies universitaires, c'est-à-dire qu'après l'instauration du service à fils par famille en 1909 et la suppression du remplacement, on créait dans les cadres universitaires une compagnie où l'on pouvait mener de front une instruction militaire de base et ses propres études. L'organisation du service de santé était napoléonienne, puisqu'on divisait très soigneusement ce qui était hospitalisation de ce qui était le transport des blessés, et il y avait une troisième catégorie, celle des médecins. Alors je ne vais pas vous expliquer comment les initiatives privées, le rôle de la Croix-Rouge a suppléé très longtemps à certaines choses, mais insister combien la Première Guerre mondiale, surtout dans sa phase de stabilisation, pour laquelle on ne pouvait se référer à aucune expérience antérieure dans la guerre de mouvement, qui tout compte fait n'avait pas tellement changé depuis la guerre franco-allemande, la guerre des Bourgs, voire les conflits balkaniques, comment vont se développer toute une série d'affections absolument caractéristiques. Depuis celles relativement bénies, quoiqu'elles puissent parfois conduire à l'amputation, ce qu'on a appelé le trench foot, c'est-à-dire le pied tranché, le résultat d'une macération dans un milieu humide, couplé aux effets du froid, et dans les cas les plus graves, ça conduira à des affections phlébologiques ou quelquefois à l'amputation. Vous avez aussi le développement de l'ophtalmologie de guerre, avec le nombre effrayant de blessures aux yeux ou d'infections qui vont conduire d'ailleurs un médecin mobilisé, le docteur Beckett, à concevoir un casque intégral qu'il baptisera Reine Elisabeth, remarquablement conçu, mais que les soldats refusèrent de porter car il ne pesait que 17,5 kg. Vous avez aussi d'autres aspects de la médecine de guerre, mais également des faillites. On ne s'est pas rendu compte à l'époque des traumatismes provoqués par le combat, de ce que les Britanniques appelleront le shell shock, et qui va conduire, dans un premier temps, à ce que les soldats affligés de traumatismes de type psychologique, de tremblements, vont être considérés comme des simulateurs et dirigés vers le fameux camp de Bouchard en France, de même d'ailleurs que les simulateurs, les mutilés volontaires et surtout les vénériens. Car c'est là un aspect de la médecine de guerre qu'il faut bien souligner, c'est l'extraordinaire prolifération dans un milieu confiné et qui n'a d'échappatoire que les 5 ou 8 jours de permission à Paris tous les 6 mois. Les affections prennent une telle étendue singulière qu'on va mobiliser les efforts conjugués des aumôniers, du type pense à ta mère, pense à ta sœur, de médecins mobilisés, professeur Daz, gynécologue à Gand, ou d'autres, pour rédiger des brochures décrivant en termes apocalyptiques les dangers de ce qu'on appelait les affections de rencontre. Il y en avait une telle quantité que quand j'avais l'honneur d'être encore sous-lieutenant, on en distribuait toujours aux troupes, où ça provoquait une douce hilarité à cause de jugements péremptoires, la brochure Les durs réveils se terminant par la formule « Mieux vaut, au point de vue de l'eugénisme, être mutilé que vénérien ». Alors il y a aussi d'autres choses qui vont se passer à l'époque qu'on ne va pas très bien comprendre. Je vous ai parlé du shell-shock, des maladies vénériennes, mais notre front, Dieu merci, et dans une large partie le front occidental, va être absolument préservé des grandes épidémies, comme par exemple celle du typhus, qui vont décimer les armées russes et celles du front oriental à un certain moment. Et ça n'empêchera pas, et là c'est quelque chose qui
vaudrait la peine d'être souligné aussi, car ce n'est pas uniquement de la médecine de guerre, c'est l'effet terrible de la pandémie de 1918 surnommée grippe espagnole. Le bilan pour la Belgique est d'environ 25 000 morts. La pandémie ayant été favorisée par l'état de sous-alimentation des populations civiles, l'occupation 98 et celle de la faim, et surtout, elle touchera également l'armée. Mais quand on compare les effets de cette pandémie qui va durer à peu près 3-4 mois aux effets globaux de la guerre, 25 000 morts pour la grippe espagnole, 42 000 au sein de l'armée du fait des combats pendant plus de 4 ans. Je crois que c'est assez extraordinaire. Et avant d'introduire ce colloque, qui sera sans aucun doute d'une haute teneur au point de vue scientifique, je voudrais parler d'un autre problème un peu oublié, c'est que la médecine va également être mobilisée pour faire de la propagande. Et l'on est un peu fasciné quand on dépouille les volumes des annales médicales du temps de guerre de trouver des textes écrits par des médecins tout à fait scientifiques et honorables, comme par exemple le docteur Clément Philippe, médecin militaire belge, qui écrit sans rire que la caractéristique de l'armée allemande, c'est l'homosexualité, qui est d'autant plus redoutable que le type efféminé et le goût prononcé pour le travestissement ne constituent pas un signe distinctif repérable. Et un illustre professeur français qui s'appelle Bérillon va publier dans les mêmes annales médicales des textes extraordinaires. Comment reconnaître l'allemand? Eh bien, vous apprendrez qu'il souffre d'une maladie très particulière, baptisée la bromitose, c'est-à-dire une odeur fétide, la bromitose fétide, qui s'étend d'abord aux pieds, puis à toute la surface cutanée. Je vous passe la description des différences entre les odeurs hirciniques, butyriques et autres, à tel point il est sans rire que nos aviateurs sont pris de malaise en survolant les tranchées allemandes. Il précise même, on se demande comment, que la famille impériale est particulièrement infectée et affectée de bromitose. Ce n'est pas tout. Vous apprendrez par d'autres articles tout à fait scientifiques de 1916, 17 et 18, une autre caractéristique de l'adversaire, c'est la polychésie, c'est-à-dire une suractivation des activités déficatoires devenues absolument incontrôlables. La médecine en tant que guerre, c'est aussi se méfier de tout et de tout le monde. Et c'est ainsi que la région de Mons va être absolument bouleversée quand le médecin-chef allemand de la 7e zone des États va vouloir pratiquer la vaccination au sein des enfants des écoles. Et le bruit va courir qu'il essaye, évidemment, par des procédés antérieurs à celui de Mengele, de liquider l'ensemble de la population belge en inoculant des virus à notre population. La médecine en tant que guerre, c'est une grande page. Et visitant récemment avec des étudiants le front Isère, j'ai vu avec le musée Flanders-Field, dans les anciennes halles de Hitler, une exposition temporaire que je vous recommande de voir, qui s'appelle La médecine sur le front, qui a rassemblé un matériel chirurgical, des pansements de première urgence, les moyens improvisés pour lutter contre la guerre des gaz à partir de 1915, mais qui en même temps, c'est un musée interactif et qui repose beaucoup sur les échanges d'animation, etc., un dialogue en nombre chinoise qui m'a particulièrement choqué. Un dialogue artificiel entre un médecin civil et un médecin militaire. Le médecin civil s'étendant le sternum en disant « Moi, monsieur, je soigne et je guéris les gens. »
des médecins militaires disant « Moi, je les rends aptes à monter en ligne. Il suffit de dépouiller nos archives, de voir ce qu'a été l'œuvre, non seulement les grands hôpitaux comme le CIA, non seulement les travaux de réhabilitation par ergothérapie des grands blessés et mutilés, pour voir que ce dialogue, c'est un peu le dialogue aux enfers. Je vous remercie.